Alors, bonjour Sophie. Alors, je dis Sophie, mais sur les réseaux sociaux, c'est Michi. Oui. Michi, c'est Mi. Oui, mais bon, maintenant, c'est Sophie. Ok, ça marche. Alors, Sophie. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, on va un peu se présenter. Alors, je te laisse te présenter, peut-être. Moi, c'est Sophie. J'ai 29 ans. Je suis maman de 3 enfants. Je suis en couple avec mon chéri depuis presque 11 ans, bientôt. Voilà. C'est beau. Et je suis doula. Je suis accompagnante périnatale. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une doula? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Une doula, ça peut être beaucoup de choses. Mais en fait, une doula, c'est fait surtout pour accompagner. Souvent, c'est pendant la grossesse, pendant la naissance. J'aime pas le mot accouchement parce que ça veut dire donner naissance allongée, ce qui ne peut pas être physiologique en fait. Et du coup, une doula peut accompagner aussi en postnatal. Elle peut faire par exemple des heures de ménage, elle peut nous conseiller sur plein de choses, mais en fait, elle nous donne aussi des informations. Une doula peut faire aussi des cercles de femmes. Elle peut aussi accompagner en parcours, par exemple en FIV ou en PMA. Elle peut accompagner aussi le deuil. Elle accompagne en fait une femme et son entourage tout au long de sa vie, que ce soit autour de la naissance ou autour du deuil. Voilà. Ok. Alors, moi, c'est vrai que j'avais eu donc du coup l'occasion d'avoir une doula, donc pour ma troisième, qui est devenue une grande amie d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle accompagnait même après aussi au-delà, c'est-à-dire dans la parentalité en fait. Et donc c'est là que moi, du coup, j'ai vraiment plus connu l'éducation bienveillante, donc, dont on va parler là. Alors, du coup, je vais présenter un petit peu qui je suis aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Delphine Debord, je suis maman de 4 enfants aussi. Et donc, j'ai été travailleuse sociale pendant 25 ans presque. Voilà, donc j'ai été au contact de familles en difficulté, puisque j'étais souvent envoyée dans les cadres d'aide sociale à l'enfance. Donc, où on va donc rencontrer, bien sûr, beaucoup de violences, notamment. Et donc, du coup, de là, ça m'a... Bon, bien sûr, donc j'ai eu des cours. Donc, d'abord, j'ai fait 2 ans à l'IRTS. Et donc, dans ces cours-là, il y en avait des modules de psychologie de l'enfant, psychologie de l'adulte, bien évidemment. Et là, donc, on avait des cours qui éveillaient quand même ma curiosité et qui m'interpellaient beaucoup, justement, sur l'impact de la violence sur un enfant, puisque du coup, on parlait d'adultes violents, mais qu'il était parce qu'eux-mêmes avaient connu ces violences plus enfants. Voilà. Donc, du coup, pour moi, ça a commencé un peu à cheminer à ce moment-là, en fait. Donc, j'avais mes grandes qui étaient encore petites. Et c'est vrai que j'ai commencé à percuter que, effectivement, notre façon d'être avec l'enfant pouvait influer sa façon d'être, lui, plus tard. Donc, du coup, de là, j'ai commencé un peu à fouiller un peu dans tous les sens. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, je suis coach, donc en motivation et en transformation de traumatisme. Et donc, du coup, dans tous ces traumatismes, on trouve celui-ci, celui de l'enfance, donc qui peut être une enfance avec des traumatismes liés simplement à un désir d'éducation venant de l'adulte. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu comptes mes doigts? Ben vas-y. Vérifier qu'il y en a 10. Qui est bien les bons. Oui, donc du coup, voilà, le fait de comprendre un peu tout ça, moi, ça m'a beaucoup, ça m'aide beaucoup aujourd'hui de voir donc, l'impact en fait que l'on peut avoir, positif ou négatif, sur la transformation de l'enfant. Alors donc du coup, on va parler des émotions, des traumatismes et de l'éducation bienveillante. Voilà. Alors déjà, donc, par rapport à la violence, alors, donc juste ce que je voudrais donner comme information, donc c'est que la violence, effectivement, qu'elle soit physique ou verbale, a un impact. Après, ça peut être aussi dans les façons de faire. Ça peut être dans la punition, la privation, tout ça aussi, ce sont des violences. Et même si elles sont faites, il n'y a jamais de parent
malveillant exprès. Les parents, ils sont en mode de violence, mais sans le vouloir vraiment. C'est parce qu'ils voient autre chose, en fait, qu'ils veulent atteindre, qui pour eux leur semble important, mais ils s'y prennent mal, du coup, et donc il y a un impact, effectivement, sur l'enfant. Il n'y a pas de mauvais parents, ça c'est sûr. On fait tous de notre mieux. Quand on est parent, d'ailleurs, on voit bien que c'est compliqué, c'est difficile. Moi, je sais que je me suis retrouvée souvent en situation, avant de percuter tout ça, je me suis retrouvée en situation, effectivement, où mes émotions étaient tellement exacerbées qu'effectivement, j'ai eu un impact sur mes enfants, que ce soit verbal ou physique. Enfin, surtout sur la première, voilà, c'est celle qui a. Il y a des choses qui font mal aussi. Et oui, on est énervé et puis on a tendance à agir de façon un peu en dehors de son corps parce que parfois on a vu par exemple nos parents être un petit peu hors d'eux et qu'il y a des choses qui reviennent en fait. L'intergénérationnel, c'est vraiment très important dans la parentalité et tout ce que les personnes avant ont vécu et ensuite nous transmettent, ça fait qu'on est la personne qu'on est là actuellement. Et parfois, on dit des choses qui font mal. On agit en fait comme si on était quelqu'un d'autre. En fait. Voilà. Et ce qu'il faut faire attention quand on est parent, c'est justement mettre de côté sa colère pour pouvoir accompagner la colère de notre enfant ou sa tristesse ou le sentiment que lui va ressentir. C'est ça le plus compliqué quand on est parent. C'est vrai. Et c'est que je pense Maman, j'ai pas moi. Oh, c'est très fort. On est là hier. C'est là qu'on voit que l'accueil des émotions est très, très important. Donc, l'accueil des émotions, en fait, ça va permettre, du coup, c'est Catherine Guéguen justement qui explique ça, c'est que ça permet en fait à l'enfant, alors qui a un cerveau très immature et donc très malléable de la gestation déjà dans le ventre jusqu'à 2 ans. En fait, le cerveau va être très malléable et très impacté. Donc, c'est-à-dire que si on accueille ces émotions, en fait, qu'on est dans l'empathie, du coup, ça va lui permettre, pour le coup, de développer son système neuronal, mais à une puissance incroyable. C'est-à-dire que ça va très, très vite. Plus on est bienveillant et empathique envers l'enfant, et plus il va pouvoir développer plus vite et de meilleure qualité en fait, tout ce qui est le cerveau limbique, qui va être le cerveau des émotions, en fait. Donc voilà, c'est super important de savoir ça, parce qu'à contrario, si on a un impact qui va être blessant en lui, pour le coup, ça réduit son système neuronal, ça grille des choses qui sont déjà en train de se créer, ça grille les synapses et tout ce système de réseau. Donc c'est quand même très ennuyeux, parce que ce qui est abîmé, après, va mettre beaucoup plus de temps à se reconstruire. En plus, faut-il qu'il rencontre quelqu'un qui soit dans l'empathie, qui l'aide à reconstruire ça. L'enfant ne va pas être capable en fait, de gérer ses émotions. Jusqu'à d'ailleurs 5 ans, en fait, il subit des vraies tempêtes. Des tempêtes émotionnelles. Voilà, les tempêtes émotionnelles sont traversées par énormément. J'ai mon grand, justement, qui est hyper émotif. Et qui parfois traverse des tempêtes émotionnelles vraiment très fortes. Ce qui fait que parfois, il a vraiment du mal. Donc, on fait des petits exercices de respiration, on fait des petites choses comme ça. Et progressivement, mais le truc, c'est que s'il serait tombé sur quelqu'un qui réprimande les émotions plutôt que les accueillir, ça aurait fait vraiment un enfant qui serait différent, qui aurait beaucoup plus de je sais pas comment expliquer, mais qui aurait du mal en fait à vraiment accueillir ses émotions et qui aurait fait vraiment un adulte blessé ensuite. Peut-être même d'ailleurs qu'il aurait du mal à les exprimer, puisqu'on aurait bien senti qu'il ne pouvait pas les exprimer, qu'il n'avait pas de lieu pour ça. Donc il les garde en lui, et là ça fait des impacts encore plus compliqués. Mais ensuite, c'est que du mauvais, parce que finalement, quand on réprimande nous les émotions de nos enfants, ça fait qu'ensuite ils réprimandent leurs émotions une fois adultes, ils ont du mal à les exprimer, ils ont du mal à se rendre compte en fait de leurs propres émotions, ils font du mal aussi autour d'eux possiblement sans le faire exprès. Puis au final, en accompagnant nos enfants, c'est un petit peu le monde ensuite qu'on accompagne. Puisque si on est empathique avec nos enfants, ensuite ils sont empathiques avec le reste des personnes autour. Donc c'est important.
Et oui. Et alors, donc, du coup, justement, je voulais en revenir là. Donc, comment aider l'enfant, en fait? Donc, voilà, on a donc parlé de la bienveillance, de l'empathie. Après, est-ce que toi, peut-être dans ton rôle de maman ou de doula, tu as des outils, peut-être des petits trucs pour pouvoir aider l'enfant, en fait, à exprimer son émotion, à l'accueillir quand elle est là est-ce que tu connais des petites choses? J'avais fait justement une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube où j'ai exprimé comment aider l'enfant quand il ressent une colère. Ouais. Et il y a quelques petites astuces. Ouais. J'aime bien partager mes petits. Ouais, super. Donc en premier, moi, ce qui a vraiment marché, c'est de proposer en fait un câlin à l'enfant et de lui dire voilà, je comprends ce que tu ressens, je comprends qu'une colère, ça puisse être difficile à gérer. Parfois, l'enfant n'est absolument pas dans l'écoute, donc va avoir besoin de jeter ou quoi que ce soit, surtout quand c'est des petits enfants. Ouais. Mais quand c'est des grands et qu'ils ont la possibilité de parler et d'exprimer aussi leurs émotions, comme on en parlait déjà, la roue des émotions, il y a ça aussi. Il y a le fait de proposer donc un câlin ou le fait de lui dire est-ce que tu veux faire un câlin à ton doudou, tu veux que j'aille le chercher ou quoi que ce soit, ou même juste lui proposer de se poser dans un endroit un peu cosy et lui dire voilà, là tu peux réfléchir un petit peu si tu veux. Le fil dans ta chambre, ça c'est hors de question chez moi. Voilà, ça c'est vraiment pas un truc qu'il faut faire parce que justement, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, le fait de dire file dans ta chambre et puis c'est tout, ça revient à dire tu gères tout seul ton émotion et moi je t'accompagne pas parce que j'ai pas envie en fait. Ouais, voilà. Puis même je l'ai mis. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis, je ne veux pas l'avoir. C'est ça. Sauf que l'émotion, c'est l'enfant à ce moment-là. Ouais. Lui, quand il est submergé, il a l'impression que c'est sur lui quand il rentrait une croix. Et on le fait autre part, quoi. Donc, nous-mêmes, voilà, si on arrive plein d'émotions et qu'on parle à notre conjoint et qu'on a vraiment trop besoin de lui sortir ce qui se passe, il dit non, mais c'est bon, tu vas ailleurs, là. Va ailleurs, j'ai besoin de calme. Là, on se sent vraiment. Oui, c'est ça. On se sent vraiment submergé par aussi encore plus de colère puisqu'on se sent vraiment pas soutenu dans notre émotion. Et en fait, moi, j'agis avec mes enfants comme j'agirais avec un petit humain. C'est ça. Voilà. Parce que c'est pas un robot, l'enfant. Il faut accueillir son émotion. Un être adulte. On va lui dire je comprends ce que tu ressens. On va pas lui dire mais calme-toi en étant énervé parce que ça c'est contre-productif. On va lui dire je comprends ce que tu ressens. Est-ce que tu as besoin de parler? Est-ce que tout ça? Je comprends pas pourquoi on fait pas ça avec les enfants au final. Parce qu'un enfant, lui aussi, il a peut-être besoin d'exprimer aussi ses émotions. Il a besoin de simplement qu'on lui dise c'est normal ce que tu ressens. Parce que parfois, les enfants se sentent seuls face à l'émotion. Parce que, comme tu le disais, jusqu'à 5-6 ans, ils n'ont absolument pas... moi, je vais même aller plus loin. Ils n'ont absolument pas conscience que c'est pas bien de ressentir... Enfin, que ça peut être dans la société pas bien de ressentir de la colère ou de la tristesse, que c'est cacaboula. Et du coup, ils n'ont pas la possibilité non plus, au niveau du cerveau, d'avoir du recul. C'est ça. Donc, ils ne peuvent pas consciemment faire quelque chose dans le but d'embêter l'adulte ou d'embêter qui que ce soit d'ailleurs. Et ils répondent simplement à un besoin qui leur est propre à ce moment-là, à cet instant T de leur développement. C'est ça. Et du coup, le fait de réprimander et de leur dire mais non, tu ressens pas de la colère, mais non, c'est bon, fais dans ta chambre, ou d'avoir un comportement négatif, ça influence de façon négative son développement. L'enfant se dit c'est n'importe quoi ce que je ressens, je suis nul. Il va avoir tendance à s'intérioriser en se disant non mais voilà, faut pas que je ressente ça, alors qu'il a complètement le droit en fait de ressentir ça. Il a complètement le droit de ressentir de la colère à cet instant-là parce que ça lui est propre et parce que ça l'impacte lui. Après, si nous, on ne comprend pas cette émotion, c'est nous, en tant qu'adultes, on a une vision différente parce qu'on a du recul sur les choses. Mais l'enfant, lui, il n'a pas ce recul jusqu'à 6 ans. Donc, voilà. C'est tout à fait ça. Moi, je rajouterais simplement que les émotions, en fait, c'est quelque chose d'important à apprendre, à connaître déjà. C'est l'intelligence émotionnelle qui est important d'apprendre déjà petit, puisque quand on grandit, en fait, de toute façon, c'est notre repère, notre guide. Les émotions,
c'est comme les voyants, tu sais, on parle souvent des voyants sur un cockpit. Si on enlevait tous les voyants, quand on dit, non, mais je ne veux pas entendre ton émotion, en gros, va dans ta chambre, c'est ça. Ouais. Ça veut dire, on dit au gamin, écoute, tu prends l'avion, et tu prends l'avion, il n'y a plus de signaux, en fait. Il y a plus rien. Au moment de bord, il te dit, ouais, c'est cool, c'est bon, j'ai plus aucun voyant, c'est bon, on va voler tranquille. Moi, perso, je ne rentre pas, je ne monte pas dans l'avion. Non plus. Voilà, c'est clair. Donc voilà, et c'est vrai que les émotions, elles vont être là justement pour nous guider, pour nous dire, ouais, ok, tu es dans le bon chemin, ou là, tu ne l'es pas. Tu vois, et c'est super important d'apprendre ça des petits, parce que du coup, justement, on est dans une ère où on doit réapprendre ça aujourd'hui, et les gens se reconnecter à nos émotions. Mais alors, on est adulte et on nous apprend ça maintenant au XXIe siècle, alors que voilà, en fait, ça a toujours fait partie de nous. C'est simplement qu'on a voulu le masquer. Voilà, le masquer, parce que c'est vrai que c'est très lié aussi, comme quand on est devant une situation de danger, donc on se fait agresser, par exemple verbalement ou physiquement, même par un parent. Les trois façons en fait de répondre systématiques, c'est le cerveau reptilien qui est là et qui fonctionne comme ça, et ça sera toute notre vie. C'est soit la fuite, soit l'attaque, soit être figé. Donc du coup, l'enfant, comme il peut pas fuir et il peut pas attaquer. La plupart du temps, quand il est petit, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se fige. Donc il réprime ses émotions. Il est prostré et il va tout intérioriser. Juste le fait de mettre juste au coin, ou de mettre, par exemple, une fessée qui a l'air anodine dans cette société française, alors qu'il y a d'autres pays qui sont bien plus évolués. Et même juste ça peut créer vraiment des enfants blessés ensuite. Et même, il y en a qui ne s'arrêtent pas aux fessées, il y en a qui s'arrêtent vraiment pas. Et qui se déchaînent vraiment, on va dire, qui lâchent leur nerf sur leurs enfants. Le truc, c'est que... Après, je ne jette pas du tout la pierre. Par contre, donc, s'il y a des personnes qui se reconnaissent, je tiens à dire que voilà, on est dans l'analyse. Il faut savoir se pardonner de nos gestes et nos impulsions. Par contre, après, c'est effectivement savoir analyser ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, et se donner d'autres solutions, d'autres façons de faire, du coup. Mais du moment, en fait, qu'on a, par exemple, des parents qui ont donné des fessées, on peut très bien faire le choix de cesser le schéma familial et de prendre le parti de dire « moi, je ne ferai jamais ça ». Ou alors, on peut simplement le refaire et le faire à ses enfants. Déjà, il faut prendre le recul et se dire « pourquoi je fais ça ?» en fait. C'est ça. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on a du mal avec notre propre colère, qu'on a du mal en fait on a du mal à exprimer notre colère. Du coup, pour calmer notre colère, on tape. Voilà. Sauf que le truc, c'est que ce n'est absolument pas quelque chose qui est productif et qui va faire vraiment avancer les choses. Pour vraiment faire avancer les choses, on en parle souvent dans un couple, par exemple, la communication, c'est important, par exemple, dans un couple. Eh bien, c'est important aussi dans la parentalité. Le fait de vraiment communiquer, ça permet de voir les choses différemment et de se dire, je peux fonctionner autrement. Mais avant de réellement enlever la fessée de cette société, il va falloir vraiment beaucoup de cheminement, parce qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui ont vécu ça. Ouais, c'est vrai. Et alors même si la fessée, donc aujourd'hui, puisqu'on parle juste de ça, du coup, est interdite. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais n'empêche qu'au quotidien, c'est pas interdit dans l'inconscient collectif. En fait. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de mouvements maintenant sur l'éducation bienveillante qui viennent donc aider à transformer ça. Et ça, c'est génial. On est vraiment dans une société qui évolue, qui prend conscience aujourd'hui. C'est sûr. Choses. Mais il est vrai que moi, j'ai entendu encore, là, il y a quelques jours de ça, quand je parlais justement de cette interview que j'allais faire, une jeune fille de 23 ans qui me dit la fessée, une fessée de temps en temps, ça ne fait pas de mal non plus, il ne faut pas exagérer. Souvent, il y a encore des choses à changer. Souvent, quand je parle de ça et que je dis, par exemple, moi, je n'applique pas de punition, j'essaie de crier le moins possible, je ne fais pas de chantage, de privation, ou même juste de VEO, donc violence éducative ordinaire. Donc, ce qui fait partie aussi avec le chantage, etc. Et aussi, tout ce qui est punition corporelle, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas
dans ma parentalité à moi. Et en fait, souvent, quand je le dis, les gens sont là, non, mais c'est bon, ça n'a jamais tué personne. Enfin, moi, j'en ai reçu quand j'étais petit, ça m'a pas tué. Ouais. Bah ouais, mais ceux que ça a tué, bah, ils sont pas là pour en parler, quoi. Ouais, et puis ça tue quand même, voilà. encore une fois, des systèmes neuronaux qui font qu'on a moins d'empathie, qu'on se concentre moins bien aussi. Donc, dans l'apprentissage, ça a des conséquences énormes. On a tendance aussi à, quand on a reçu, par exemple, des fessées ou des chiffres, quoi que ce soit, on a tendance à minimiser ça aussi. Oui, mais bien sûr. Le fait de même pas respecter, par exemple, le consentement de l'enfant, ben, ensuite, l'enfant ne respecte pas le consentement des autres et a vraiment du mal, en fait, à faire le dispositif entre ce que lui ressent et ce que ensuite la personne va ressentir en face. Et par exemple, moi, mes enfants, quand on est le soir et que c'est l'heure du pain, je leur dis est-ce que tu veux que je t'aide pour te déshabiller ou est-ce que tu préfères le faire tout seul? En fait, étant donné que c'est leur propre corps, je n'imagine même pas le fait de leur faire sans leur demander la permission. Et ça, c'est quelque chose qui les suivra après, parce qu'ils vont demander la permission aux autres pour justement toucher le respect de son intimité, déjà, et de l'intimité de l'autre. C'est ça. D'où l'importance d'être le parent qui donne justement cet exemple pour ensuite qu'on puisse avoir d'autres exemples autour et que progressivement, ça fait toute une chaîne, une maille de parentalité bienveillante et ensuite d'adultes bienveillants. Voilà. On transforme la société. C'est ça, à notre échelle, mais oui, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, j'en viens à ma troisième partie qui est comment aider l'adulte. Donc, moi, de mon côté, du coup, j'en parle là, du coup, puisque j'y suis. Donc, en fait, j'ai découvert une application, donc, il y a quelque temps de ça, donc, qui s'appelle Learning from Emotion. Donc, il y a une application, en fait, qui aide l'adulte à prendre conscience de ses émotions, en fait, sur le moment. Bon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, voilà, pour que les personnes... Bon, après, ensuite, il y a aussi l'interview de celui qui l'a créé, donc du concepteur. Donc, bon, maintenant, on travaille un peu ensemble. Et donc, du coup, je mettrai tout ça en lien. Et c'est vrai que c'est une application qui est vachement pratique, en fait, parce qu'on est sur un instantané. Le téléphone, on l'a quasiment tout le temps avec nous, la plupart du temps. Et donc, du coup, le fait d'avoir juste un truc à cliquer dessus, c'est super pratique et très pertinent, parce que du coup, on peut, à la fin de la semaine, revenir sur tout le schéma de notre semaine. Et on voit donc nos émotions, à quel moment, combien déjà on a eu. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de petits bonheurs qu'on peut mettre, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que quand il y a des émotions dérangeantes, alors, en fait, on nous propose des comportements de changement, en fait, des choses qui vont venir aider sur le moment. Donc ça va permettre en fait d'apprendre à gérer ses propres émotions, à calmer cette tempête qu'on a nous aussi sur le moment. Voilà. Après, il y avait la formation aussi. Alors j'ai fait 2 fois, je l'aime bien la troisième, parce que le cerveau. Mais si tu veux, tu peux les ranger, oui. Vas-y, toi aussi. Mais où tu veux. Tu peux mettre là-bas, il y a un placard si tu veux, derrière le rideau. Oui, donc du coup, cette formation, c'est une formation avec plusieurs ateliers, donc qui se fait en groupe, et ça s'appelle la formation de Faber et Maslich. C'est une formation en fait de 2 femmes québécoises qui expliquent aux parents en fait à partir de supports donc écrits. Donc on a un petit livret. Donc il y a le formateur, donc celui qui anime, donc qui est déjà formé, donc ils nous distribuent les livrets. Et en fait donc chaque semaine on va travailler sur des façons, en fait, des habiletés. Ils appellent ça comme ça, des habiletés, en fait. Comment donc répondre à l'enfant, en fait, ou obtenir quelque chose de lui de façon bienveillante, en fait. Et j'ai trouvé ça mais tellement génial. Ah ouais, vraiment. Et c'est vrai que du coup, on arrive donc au fil des semaines avec donc l'interaction. Donc chacun ramène donc sa petite anecdote de la semaine, tout ça. Et vraiment, on fait des tests, des essais, du coup, et on se rend compte. Alors vraiment, moi, j'avais réussi
En fait, il y avait, par exemple, sur mes filles, bon, qui étaient petites encore à l'époque, donc qui rentraient et elles, systématiquement, elles jetaient leur manteau, leur truc, en fait, par terre ou comme ça. C'était pas grave, mais bon, où ça traînait sur le canapé. Tout, voilà. Et moi, c'est vrai que ça m'exaspérait, sérieusement. Vraiment qu'elles apprennent à les ranger. Il y avait le porte-manteau, elles avaient juste à mettre au porte-manteau ou ranger sur les cintres. Voilà. Et donc, du coup, alors pour que ça passe, du coup, ce que j'ai fait, en fait, ce que j'ai, bon, ça veut lire, du coup. Donc, j'ai fait un avion sur lequel j'ai marqué « Nous sommes vos manteaux, s'il vous plaît, vous pouvez nous accrocher, ce serait super sympa, parce qu'on n'aime pas trop être par terre. » Et donc, du coup, voilà, quand elle descendait du bus, en fait, elle rentrait donc dans la maison. Et là, donc, en fait, dès qu'elles ont ouvert la porte, j'ai envoyé mon avion. Tu fais quoi, t'as fait un avion? Et du coup, tu vois, ça a éveillé leur curiosité, en fait. Et en vrai, le message est passé comme ça. Bon, c'est parce que du coup, elles ont regardé l'avion, elles ont qu'il y avait des trucs écrits dessus. Donc, elles ont ouvert et elles ont donc lu le papier. Et en fait, là, c'est passé. Le message est passé avec beaucoup d'humour, quoi, finalement. Ouais, plutôt que de crier et de dire « Ah, voilà, vous avez mis vos manteaux par terre encore et tout. » Mais là, c'est dit de façon tellement voilà, vraiment avoir cette subtilité, tu vois, de transformer la forme, en fait. Le fond peut être le même, mais la forme est tellement différente. Voilà, c'est comme les clowns qui viennent voilà, dans un hôpital et faire rire les enfants. Ben, ça passe vachement mieux que d'être juste dans une salle austère avec des masques et voilà, bon, ça change tout, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est ce que nous apprend en fait donc la formation de Faber et Mastiche. Ça, c'est pareil, je mettrai certainement, je pense, le lien aussi parce que c'est très très sympa. Et en fait, cette formation-là, du coup, je pense qu'on peut la trouver partout autour de nous. Oui, il y a l'orage, des petits pieds là-haut, des petits pieds. C'est bien, au moins ils s'amusent. Oh, j'aime bien les petits pieds comme ça. Et donc voilà, du coup, en fait, oui. Donc, c'est des ateliers qui se font un peu partout. Peut-être que toi-même, tu pourrais te former à l'atelier Faber-Mastiche et créer du coup des ateliers comme ça avec d'autres parents. Hein. Je lance des graines. Mais il n'y a pas de souci. Pourquoi pas. D'ailleurs, peut-être que je pourrais y participer comme ça avec grand plaisir. Parce que j'aimerais bien le faire une 3e fois. Tu vois. Mais donc voilà, bon. Est-ce que toi, du coup, de ton côté, tu as des outils à ce moment-là, pareil, pour savoir répondre en fait à une émotion sur le moment, quoi. Quand tu vois, ça t'arrive, j'imagine bien, parce que moi aussi, d'être énervé, agacé sur le moment. Comment tu fais? Est-ce que tu as un truc qui vient comme ça honnêtement, je pense qu'en fait, il faut voir ces enfants comme des petits humains, Gironde de département, comme des petits humains qui ne font pas ça en fait pour réellement embêter. Et dans ce sens-là, déjà, on apprend à dédramatiser et de se dire bah voilà, ils sont pas maîtres de leurs émotions, donc voilà, je peux aussi. Mais moi, par exemple, quand je ressens de la colère, parce que je vais le dire à haute voix, en disant oh, je me sens en colère, je me sens en colère. Et ce que je vais faire surtout, c'est de respirer. Soit d'aller dehors et de dire je vais me calmer 5 minutes et voilà. Soit de simplement exprimer ce que je ressens pour montrer en fait à mes enfants que moi aussi je peux ressentir de la colère. Je ne vais pas cacher que je peux ressentir de la colère, mais je vais dire oh là là, je me sens en colère. Ok, on se calme. Alors souvent, on se calme, Sophie, c'est bon, c'est rien. Ouais, c'est vraiment génial, je trouve, de faire ça d'ailleurs, parce que du coup, ça montre aussi à l'enfant l'exemple. Et il est très probable que très vite, mais oui, parce qu'ils le font aussi. Il y a des moments où ils me disent ok, moi aussi, je ressens de la colère. Ok, je vais me calmer. Et du coup, ils font un exercice de respiration comme moi et ils font allez, ça va aller. Et ce qu'il faut faire aussi en tant que personne, c'est vraiment se dire je suis le modèle de mes enfants. Si mes enfants me voient faire, ils vont savoir au fur et à mesure, même si parfois ça met un peu de temps, ils vont me voir faire et ensuite progressivement peut-être le faire aussi un peu. Et nous, en tant que parents, on est les piliers de nos enfants. Du moment que nos enfants nous voient faire les choses, et même, ça peut être même juste dire des gros mots. Ça peut être juste avoir une attitude un peu mouvementée ou être dynamique ou au contraire être angoissé. Le fait juste de se dire ça,
du moment que nous, on est le point de départ, et de se dire qu'on est le point de départ de leur comportement après, on a plus de recul et on se dit, si j'agis comme ça, il y a plus de risques qu'il agisse aussi comme ça. Donc, je vais me calmer. Je vais, en fait, faire ce cheminement, c'est même plutôt pas mal. Parce que ça permet de se rendre compte pourquoi la société va mal. Il y a plein de départs de comportements qui ont été faits à partir de parents qui ont justement hérité de leurs parents, etc. Et sachant qu'avant, il n'y avait pas toute cette psychologie, il n'y avait pas de thérapie, il n'y avait pas tout ça. On n'analysait pas, puisque au final, il n'y avait pas tout cet accompagnement, etc. Parce que là, on est en plein dedans. On est dans une société où justement, il y a de l'accompagnement, il y a des thérapies. Maintenant, la thérapie, c'est pas vu comme quelque chose de réellement... c'est plus pour les fous, quoi. Ouais, c'est ça. Avant, les gens étaient, mais tu vas chez le psychologue, tu vas chez le psychothérapeute, oh là là, t'as un problème et tout. Alors que maintenant, même des gens de type normaux qu'on va croiser dans la rue, mais ils font potentiellement aussi une thérapie. Et c'est beaucoup mieux connoté en fait aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'on veut évoluer. C'est ça, et qu'on a du recul aussi sur nos émotions, et qu'on est conscient aussi qu'il y a une problématique derrière. Le fait de se dire je suis une thérapie pour telle ou telle chose, c'est pas je suis fou donc je vais voir un psy. C'est vraiment j'ai un petit souci, même si c'est pas un énorme souci, j'ai un souci que j'ai envie de régler, j'ai besoin d'aide, donc j'y vais. De changer les choses, justement. C'est pas juste je viens avec mon problème, c'est je viens avec l'envie de transformer ça, de faire autrement, c'est ça, de passer à un autre comportement ou à autre chose. Parfois, le psy devient même le coach émotionnel. Ça peut vraiment être j'en parlais tout à l'heure, le point de départ à quelque chose que même si on a conscience que réellement notre propre comportement parfois peut être un petit peu nocif autour de nous, le fait de juste dire je vais voir un psy parce que j'ai vraiment envie d'évoluer, ça peut aussi changer la façon de voir les choses de notre côté, mais aussi les autres peuvent nous voir aussi autrement en disant lui, il se rend compte, lui ou elle se rend compte qu'il a quelque chose à ajuster dans sa vie, et du coup c'est cool parce que pourquoi pas moi, je pourrais pas le faire. C'est ça fait des répercussions de toute façon après, effectivement, que ce soit dans le noyau familial ou dans le noyau après de la société, de notre entourage, notre environnement amical, professionnel aussi. On a beaucoup d'impact sur tout ça. C'est assez important d'en prendre conscience. Donc c'est pas pour rien. Je regarde l'heure pour pas qu'on piétait trop. On s'était donné une demi-heure avant. Ouais, mais si ça a débouché 45 minutes, c'est pas trop grave. Je fais attention, parce que je sais que les enfants vont pas être super patients au bout d'un moment. Ils vont venir parce qu'ils ont faim. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un super échange qu'on a. Alors, je voudrais donc rappeler qu'aujourd'hui, justement, parce qu'il y a grâce à Internet, déjà, il y a une diffusion de plein d'outils possibles. Il y a plusieurs personnes qui sont experts ou porteurs de ces outils-là. Donc, on a parlé de Catherine Guéguen, qui elle donc, est une pédopsychiatre. On n'a pas parlé, mais j'en parle du coup de Catherine aussi, du Monté-Crémer, qui elle va être sur l'accompagnement de l'éducation bienveillante. Donc, alors, elle fait plein de conférences. Là, moi, je l'ai fait venir avec la fameuse doula. On a créé une asso ensemble, en fait. Donc, elle était venue aux Pays-Bas. Elle est vraiment géniale, quoi. Elle est très, très à l'écoute. Alors, on la trouve beaucoup sur LinkedIn aussi, où elle va beaucoup poster. Donc, mais vraiment, elle apporte énormément sur l'éducation bienveillante. Il y a aussi Isabelle Filosa. Oui. On a le même. Oui. Et après, donc tous ces parents qui, d'ailleurs, il y a un couple de parents, les super parents, il me semble que c'est qui ont un blog, qui sont sur Bordeaux. Justement, je vais essayer de trouver, je t'enverrai le lien, je le mettrai aussi sous la vidéo. Il y a plusieurs blogs comme ça sur la parentalité positive. Ça aussi, c'est un autre blog. Donc, qui se lance comme ça pour diffuser beaucoup plus. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on les voit fleurir petit à petit partout. Donc, j'invite tout le monde à vraiment essayer d'aller glaner dans tout ça. C'est super important et que déjà pour soi, pour comprendre quel enfant on est. L'enfant intérieur. Voilà, c'est ça. Parce que forcément, je ne sais pas si ça te l'a déjà fait. C'est excitant. On va clôturer là, sur ça après. Mais c'est vrai que
au quotidien, moi, je sais que souvent, je me suis entendue dire des choses que mes parents disaient, surtout ma mère. Et c'est vrai que c'est drôle. J'en avais parlé avec une de mes sœurs qui me dit, ah ouais, mais moi, ça me fait pareil. Et ça nous interpelle, en fait, parce que c'est pas ce que nous, on voudrait dire, mais on le dit quand même exactement comme le parent le dit, et jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, en fait, et qu'on transforme ça. Donc voilà, tout peut se transformer. Alors voilà, c'est pas parce qu'on a reçu une éducation qui ne nous correspond pas aujourd'hui que forcément on est obligé de rester sur ce schéma-là, quoi. Je veux dire, tout se change, le cerveau se transforme à une plasticité qui nous permet ça, justement. Donc, allons-y, prenons tout ce que l'on peut. Voilà. Après, est-ce que tu veux rajouter peut-être moi, je suis un papa sur les réseaux sociaux qui s'appelle Papa Positive. Ah oui, aussi, et qui est juste extraordinaire. Genre, vraiment, il donne des super astuces sur des. Alors, il y a je pense que c'est un site ou un blog. Et du coup, il y a des vidéos, il y a pas mal aussi de textes pour expliquer en fait le comportement que nous, en tant que parents, on peut avoir et expliquer aussi un petit peu la neuroscience chez l'enfant et dire, bah voilà, l'enfant, il fait pas ça dans le but de vous embêter et que nous, en fait, on puisse avoir un petit peu de recul sur les choses. J'avoue qu'Isabelle Villosa est quand même une très bonne référence là-dessus. Même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais sur les émotions, c'est vraiment quelque chose que j'aime apporter dans mes accompagnements. Surtout le livre, j'ai tout essayé. Ou au cœur des émotions de l'enfant aussi. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Ce sont des livres vraiment passionnants sur vraiment le comportement et de la neuroscience. Après, je sais qu'il y a certaines vidéos sur, par exemple, YouTube. Il y a pas mal de parents aussi bienveillants qui partagent de temps en temps des petites astuces pour justement apprendre à calmer l'enfant. Il y avait d'ailleurs une image que moi, j'utilise justement avec mes enfants. On parle de nuages, en fait. Du fait d'avoir un nuage. Quand on est en colère, on a un nuage, on est en colère, donc on a aussi l'éclair, on a tout ça. Et de visualiser en fait cet éclair et ce nuage, etc. Et de crisper partout le corps. Et d'un seul coup, on souffle, on ferme les yeux s'il faut, on ferme les yeux et on fait comme ça. Et du coup, ça dégage tout et ça fait apparaître le soleil. Yes. Et donc la bonne humeur. Et il y avait ça du coup aussi sur le site de Papa Positive. Il y avait pas mal d'astuces aussi pour calmer la colère de l'enfant. Ce que j'ai utilisé aussi parfois quand j'étais ado, c'était le coussin de la colère. D'accord. Donc je prenais un coussin et puis c'était voilà. Donc, ça pour les ados, ça c'est vraiment pas mal. Encore chez les enfants, je trouve que c'est peut-être pas c'est peut-être pas à faire. Mais il y a certains enfants qui ont vraiment besoin de ça parce qu'ils ont tendance à vraiment parfois avoir besoin de ça pour exprimer, extérioriser le trop plein de colère et ensuite parler. Parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin de ça pour pouvoir arriver à un stade où, moi par exemple, quand je faisais ça, il y avait un moment où je m'arrêtais net, où je me disais, ok, j'ai tout enlevé et où je me mettais à pleurer. Et où là, j'écrivais par exemple sur un journal, où j'écrivais, et je disais, waouh, j'y suis arrivée, quoi. Je suis arrivée à extérioriser. À mettre des mots sur ce que tu ressens. Ouais, mais pour calmer après, en tant qu'adulte, il y a quand même pas mal de choses que nous, on peut mettre en place parce qu'on a du recul. Ouais. Et les enfants, parfois, n'ont pas ce recul, surtout quand ils sont à moins de 6 ans, ils n'ont pas ce recul. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est que justement, on peut essayer d'extérioriser notre colère de façon à dire, j'extériorise, mais je peux aussi, par exemple, faire des choses à côté pour rester dans l'univers zen, avoir un univers important de façon zen, en fait, même juste avoir des coussins, un plaid, avoir, par exemple, un doudou pour dormir. Moi, c'est pas mon truc, mais je sais qu'il y en a qui le font pour se calmer et se rassurer. J'avais justement une future doula avec qui je parlais et qui me disait, moi, j'ai besoin de ça pour me calmer. On peut aussi avoir les dessins zen, on peut aussi... Et ouais, par contre, c'est quoi ça? Ouais, c'est du labello. Ah, avec des trucs, des goûts de fruits. Et d'autres. Du coup, voilà, on peut on peut essayer en fait de faire aussi de la méditation, du yoga.
il y a pas mal de pratiques qui sont autour de ça, qui sont en train justement d'émerger. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool pour l'enfant intérieur qu'on est, mais aussi pour l'adulte. C'est ça. Il y a le fait de faire aussi un câlin aux arbres. C'est peut-être un peu bizarre comme ça à dire, mais honnêtement, juste ce fait peut-être de s'imprégner aussi de la nature, de faire des bains de forêt, j'appelle ça comme ça, voilà, d'aller en forêt et de s'imprégner de toute cette nature. La verdure aussi fait énormément de bien. Ou même juste de faire quelque chose qui nous plaît en tant qu'adulte, de faire un sport qui nous défoule, de penser à soi et mais ouais, de penser à soi, ça fait beaucoup de bien et ça permet d'enlever justement cet anxiogène parce que quand on est adulte et même quand on est enfant, du moment qu'on est dans un environnement anxiogène, ça agrandit encore plus ce besoin d'extérioriser et il y a trop de colère. Et du coup, le fait d'être dans cet univers anxiogène, d'être dans un univers qui ne nous plaît pas, d'être par exemple je sais pas, dans les endroits style immeuble ou quoi que ce soit, parfois il y a un trop-plein, on a l'impression vraiment d'être trop mis à l'épreuve. On est presque... Louise, vous pouvez aller voir Louise, elle va vous montrer comment on fait pour faire de la couture. Parfois, en tant qu'adulte, on est vraiment submergé par nos émotions, mais surtout parce qu'on est parfois dans un endroit, dans un environnement qui nous fait déclencher du stress. Et ce stress-là, déjà de base, on a du mal à réellement se rendre compte que c'est ça. C'est ce qui ensuite va déclencher une possible colère ou va déclencher une possible tristesse parce que on est seul avec soi-même ou parce que on est face à une situation qui nous déplaît ou parce que on est face à un environnement qui ne nous plaît pas et qui ne nous ressemble pas. Et du coup, le fait d'être face à ça, ça peut aussi déclencher des possibles colères aussi en tant qu'adulte. Ouais. Donc, quelque part, savoir déterminer le facteur de stress, en fait, c'est ça. Quel est le facteur de stress qui fait que ça monte et qu'on contient et est-ce qu'on peut changer cet environnement ou est-ce qu'on peut aller au moins effectivement avoir une ressource extérieure du coup, pour pouvoir gérer cette émotion qui monte. De savoir pourquoi on devient une cocotte minute et de se dire ok, alors je vais prendre ce recul-là et je vais me dire la prochaine fois je vais éviter ou la prochaine fois je mets des petites bougies partout ou voilà, ça peut être juste le fait d'être face à quelqu'un par exemple qui ne nous comprend pas. Et d'avoir vu peut-être nos parents avoir justement ce recul et de parler avec des gens avec qui parfois ça ne colle pas, mais avoir le recul et de parler de façon consciente chacun et d'échanger nos avis sur les choses, ça permet aussi parfois, une fois adulte, de se dire moi j'ai mon propre ressenti et les autres peuvent avoir leur propre ressenti aussi. Et c'est OK, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Écoute, merci beaucoup pour tous ces bons tuyaux. Du coup, c'est génial. J'espère que ça va parler aussi aux téléspectateurs. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours, en fait. Et donc, on va peut-être clôturer là, parce que je pense que les enfants vont avoir besoin d'aller manger. J'ai peut-être presque midi pour nous. Ouais. Et je te remercie, en tout cas. Je pense que certainement, nous aurons l'occasion de nous revoir. Oui, je pense. On a encore beaucoup de sujets pour apporter notre pierre aussi dans cette société, du coup, qui est en évolution, et tant mieux. Exactement. Voilà. Au revoir, Sophie. Au revoir. Maman, je vais te montrer quelque chose. Regarde ce que je fais.